Bonjour, je vous présente cet ouvrage. Hans-Georg Gadamer, Vérité et méthode, les grandes lignes d'une herméneutique philosophique. La compréhension des textes n'est pas seulement affaire de science, mais relève d'expériences générales que l'homme fait du monde. On acquiert des vues et on accède à des vérités. Approfondissement du phénomène de la compréhension. L'idéal est de saisir le phénomène lui-même, dans le concret. Ditley montre que la connaissance implique la dissolution de notre engagement dans la vie, acquisition d'une distance par rapport à notre histoire propre, son objectivation. Helmholtz a souligné le rôle de la mémoire et de l'autorité prenant place de l'inférence consciente. Avec Herder, la formation comme élévation à l'humanité, religion de la culture. Le concept de formation surpasse celui de simple culture. L'homme se caractérise par la rupture avec l'immédiat et le naturel. Concept d'élévation à l'universalité. La formation est une tâche qui s'impose à l'homme. Elle exige le sacrifice de la particularité à l'universel. Selon l'expression de Hegel, en donnant forme à la chose, elle se forme elle-même. Fierté de la conscience laborieuse, distance acquise par rapport à l'immédiateté du besoin ou de l'intérêt et prétention à un universel. L'esprit historique a pour vocation de se réconcilier avec soi-même et de reconnaître dans l'altérité. Prendre l'attitude de la théorie est déjà en soi aliénation. Préjugé du classicisme selon lequel c'est dans l'ancien qu'il est facile de trouver l'essence universelle de l'esprit. Reconnaître dans l'étranger ce qui nous est propre et réussir à l'habiter. Mouvement fondamental de l'esprit. Retour à soi à partir de l'être autre. L'idée de formation accomplie restant un idéal nécessaire. L'éducation d'un sens commun est d'une importance décisive pour la vie. Appel de Vico au sensus communis. Vertu sociale de contact impliquant une base morale. La philosophie du bon sens contient le principe d'une philosophie morale rendant justice à la vie sociale. Thomas Reid. Une espèce de génie de la vie pratique, justement renouvelée à des situations toujours nouvelles, adaptation des principes généraux à la réalité, qui permet une rectitude de jugement, une droiture de l'âme. Oettinger, que soient présentes certaines inclinations. Déploiement du simple dans le multiple comme loi générale de croissance de la création divine et de l'esprit humain. La ratio se gouverne, écrit Oettinger. Les idées qui se trouvent dans la Sainte Écriture ont plus de fécondité et de pureté dès que l'on connaît davantage l'individuel dans le tout et le tout dans l'individuel. L'application de la loi morale à la détermination de la volonté est affaire de jugement. Le bon sens est la première étape préparatoire sur le chemin qui conduit à l'entendement formé et éclairé. Balthazar Gracian part de l'affirmation que le goût sensible contient une ébauche de la distinction qui se réalise dans l'appréciation des choses par l'esprit, accueil ou répulsion. Le concept de goût signifie un mode de connaissance, aptitude à prendre distance par rapport à soi et à ses préférences. La généralisation propre se distingue de la mode, norme posée par l'action de tous. Utilité des exemples pour affiner le jugement. L'appréciation ne se borne pas à la simple application du critère de la généralité, mais contribue à la détermination, à la compléter et à la rectifier. Il importe de ne pas manquer la nuance qui convient. Kant a fondé l'universalité subjective du goût esthétique. Le goût est nécessairement une faculté tout à fait personnelle. On recourt à une norme supra-empirique dès qu'il s'agit d'appréciation esthétique. Kant refuse au goût toute portée dans l'ordre de la connaissance. Libre jeu de l'imagination et de l'entendement. L'essence du goût tend vers l'idéal de beauté. Il appartient au fond à l'essence de l'art, selon Hegel, de mettre l'homme en présence de lui-même.
Il faut chercher dans la pensée de l'homme le besoin universel de l'œuvre d'art, car mode et manière de confronter l'homme avec ce qu'il est. Définition kantienne de l'art comme belle représentation d'une chose, donc même le laid est beau, dans la présentation que l'art en donne. Il apparaît chez Dilthey comme chez Husserl le concept d'expérience vécue. Œuvre d'art comme accomplissement de la représentation symbolique de la vie. Le propre de l'œuvre serait d'être l'objet de l'Erlebnis esthétique. L'Erlebnis esthétique. Goethe applique le concept de ce qui est symbolique, moins à une expérience esthétique qu'à une expérience de la réalité. Avec Schiller survient le tournant faisant de la pensée transcendantale du goût une exigence morale. Impératif du conduis-toi esthétiquement. Instinct de jeu qui instaure l'harmonie entre l'instinct de forme et l'instinct de la matière, l'art même de la beauté comme perfectionnement de la réalité. Le goût reste fidèle à un critère qui est de l'ordre du contenu. Ce que crée l'artiste et ce que la société apprécie est lié dans l'unité d'un idéal de goût. La figure universelle de la culture esthétique rassemble tout le monde. La conscience esthétique dispose d'une souveraineté sans limite sur toute chose. La perception saisit toujours du sens. L'art abstrait ne se libère pas absolument de tout lien au figuratif, il maintient ce lien négativement. La polémique sur l'abstraction présuppose que l'on a toujours quelque chose en commun. L'œuvre d'art se définissait pour Kant et l'idéalisme comme une œuvre de génie. Elle offrait la jouissance et la contemplation, une demeure et un objet. Il n'y a pas de critère de justesse, une compréhension de l'œuvre n'est pas moins légitime qu'une autre. Kegehart est le premier à dépeindre l'autodestruction de l'immédiateté esthétique. Il donne en ébauche sa conception du stade esthétique de l'existence, maintenir face à la discontinuité de l'être et de l'expérience esthétique la continuité herméneutique qui est constitutive de notre être, la joie prise au spectacle qui s'offre et la joie de la connaissance. Kant définit l'art comme la belle représentation d'une chose et a le pouvoir de faire paraître beau le lait lui-même. Interpréter, c'est recréer imitation de l'imitation, qui risque de s'écarter de la vérité, Platon. Aristote a orienté de manière décisive le problème de l'esthétique en incluant dans la définition de l'essence de la tragédie l'effet produit sur le spectateur. Parmi les signes, c'est à l'objet souvenir, Andenken, que semble revenir le maximum de réalité propre. L'œuvre doit s'adapter aux données, tout comme elle pose ses propres conditions, herméneutiques comprises dans toute la sphère de l'art et l'ensemble des problèmes qu'il pose. Elle rend justice à l'expérience de l'art. C'est à la naissance de la conscience historique que l'herméneutique doit sa fonction centrale au sein des sciences de l'esprit. La compréhension de l'art inclut toujours une médiation historique. Schleiermacher ne pense qu'à rétablir par la compréhension la signification première de l'œuvre. L'œuvre d'art arrachée à son contexte premier perd de sa signification, enracinée dans son terrain et dans son sol. Saisir sa signification, c'est rétablir l'originel. Le savoir historique ouvre la possibilité de restituer ce qui est perdu et de restaurer la tradition. Point d'accrochage. Effort égal élève le problème au niveau du principe sur lequel il a fondé la philosophie comme forme suprême de l'esprit. Absolu. C'est dans le savoir absolu de la philosophie que s'accomplit la conscience de soi de l'esprit contenant la vérité de l'art. Nécessité d'une interprétation historique suivant l'esprit de l'auteur, la prédominance de l'interprétation psychologique s'est imposée graduellement dans le développement de la pensée de Schleiermacher. Découvrir le contenu philosophique de la grande poésie, c'est la comprendre comme libre création, forme intérieure. C'est la comprendre mieux. Herméneutique romantique comme métaphysique panthéiste de l'individualité. Sur la liberté vient se greffer une force originaire. À chaque instant, quelque chose de nouveau peut commencer. Il est grandiose que de partout la liberté humaine est impliquée. Idée de l'unité de l'histoire. Ranke écrit « Ce qui est né constitue la cohérence de ce qui va naître ».
Il exprime ce qui constitue la réalité historique, ce qui devient est libre. Mais la liberté dont ce devenir procède trouve à chaque fois sa limitation dans ce qui est devenu, c'est-à-dire dans les conditions sur lesquelles elle agit. L'historien a de commun avec le poète car il dépeint l'élément dans lequel tous se vivent comme quelque chose qui se trouve à l'extérieur de lui. Droysen résume la connaissance historique, comprendre en recherche. La raison est présente en tout et même dans l'histoire. Hegel dernier est le plus universel représentant de l'ancienne philosophie du logo. On peut se demander, on peut se tromper sur les intentions que l'on a, mais non sur le contenu de l'intériorité propre qui s'exprime dans les œuvres. Dites-les, la floraison est la vraie maturité. Le fruit n'est que l'enveloppe chaotique de ce qui n'appartient plus à la plante en vie. La conscience historique n'est pas tant un effacement de soi qu'une possession de soi plus pleine, relation réfléchie. La connexion de la vie et du savoir est une donnée originaire. Dites-les a cherché à résoudre la question de savoir comment l'objectivité est possible en toute relativité et comment il faut penser la relation du fini à l'absolu. Ernest Troeltsch résume sous le mot d'ordre de la relativité à la totalité. Être un être conditionné en ayant conscience. Dites-les. La vie conduit partout à des réflexions sur ce qui est posé en elle. Et si la vie parvient à s'affirmer face au doute, alors la pensée ne peut s'achever que dans un savoir valide. L'influence de la pensée sur la vie procède de la nécessité interne de stabiliser au milieu du changement incessant quelque chose de solide qui permette de mener sa vie dans la continuité et l'unité. Besoin soutenu de protection contre les réalités terribles de la vie. Dites-les aime employer le terme de résultat, texte à déchiffrer dont il fallait saisir le sens. L'opinion de l'auteur peut être saisie directement à partir de son texte. Il pensait le monde historique comme texte à déchiffrer. L'histoire se trouve finalement réduite à l'histoire des idées, élément universel de la conscience historique. Tout est texte. Heidegger a porté à la conscience générale l'exigence radicale que pose à la pensée l'inadéquation du concept de substance à l'être et à la connaissance historique. L'universalité de l'esprit absolu englobe tout étant dans une historicité absolue dans laquelle s'insère la nature en tant que formation de l'esprit. Comme l'unité d'un organisme vivant, la relation est première et englobe les pôles dans lesquels elle se déploie, comme le vivant englobe toutes les manifestations de sa vie dans ce qui fait l'unité de son être organique. Chez Husserl, les données immanentes à la conscience interrogée par la réflexion ne contiennent pas le toi de façon immédiate et originaire. Concept de vie de Darwin, où la vie est affirmation de soi. Telle est la base, unité jusque dans la division et l'articulation de soi. Correspondance structurelle de la vie et de la conscience de soi développée par Hegel. La seule façon de saisir la vitalité du vivant est d'en prendre conscience. Le comte York remonte à la vie dans une intention épistémologique. Il conserve la connexion métaphysique de la vie et de la conscience de soi, projection et abstraction. Comportement originel de la vie, sa tâche est de comprendre les résultats de la conscience à partir de leur origine comme résultat, projection de la vitalité première et de sa division originaire. La thèse de Heidegger était que l'être lui-même étant. Forme d'accomplissement originaire du Dasein, qui est un être au monde. Avec Ditley, la compréhension idéale de l'expérience humaine, chez Husserl, ultime idéal pour la philosophie, qui s'oppose à l'idéal du vivre au jour le jour. Doctrine des préjugés développée par l'Aufklärung, dont la présupposition fondamentale, selon laquelle un usage de la raison soumis à la discipline de la méthode est en mesure de préserver de toute erreur. Idée cartésienne de la méthode, la véritable cohérence de l'Aufklärung se résume dans la soumission de toute autorité à la raison. L'autorité en son essence a son fondement dans un acte de reconnaissance. Connaissance que l'autre est supérieur en jugement et en perspicacité. L'autorité s'acquiert et repose sur un acte de raison. L'autorité est liée au non arbitraire, revendication de l'éducateur, du spécialiste.
Le comprendre doit être pensé moins comme une action de la subjectivité que comme insertion dans le processus de la transmission, passé et présent. La tâche de l'herméneutique est d'élucider ce miracle de la compréhension, qui n'est pas communion mystérieuse des âmes, mais participation à une signification commune. Le cercle du comprendre n'est pas un cercle méthodique, mais un élément structurel ontologique de la compréhension, anticipation de la perfection. Relation à la vérité de ce qui est visé. Comprendre, c'est d'abord avoir connaissance du sujet même et dégager de l'opinion de l'autre comme telle la comprendre. Le sens d'un texte dépasse son auteur, toujours. La compréhension est une attitude non pas uniquement reproductive, mais toujours productive. Dès que l'on comprend autrement. L'essence de la question est d'ouvrir et de maintenir des possibilités. Le préjugé personnel n'entre proprement en jeu que lorsqu'il devient lui-même un enjeu. La conscience propre à l'histoire de l'action est conscience de la situation herméneutique. Comprendre, c'est toujours interpréter, et l'interprétation est la forme explicite de la compréhension. Le problème du langage passe au centre de la philosophie. Les sciences de l'esprit sont un tout étroitement lié au savoir moral. Leur objet, c'est l'homme et ce qu'il sait de lui-même. Le but vers lequel est orientée toute notre vie et que son déploiement ne peut faire l'objet d'un savoir est enseigner. Dans la réflexion morale, le savoir de soi se rapporte à lui-même d'une manière unique. Aristote présente distinctement savoir moral et vertu qui consiste en sa possession. Le philologue est historien dans la mesure où il découvre dans ses sources littéraires une dimension historique qui leur est propre. L'être et le savoir s'interpénètrent dans l'absolu. S'élever pas à pas aux généralités vraies et stables que sont les formes simples de la nature. Cette méthode, la vraie, se caractérise par le fait que l'esprit n'y est pas livré à lui-même. Bacon qualifie d'expérimentale la méthode qu'il exige, isole des phénomènes. Usage méthodique de la raison. Bacon parle de la tendance qu'a l'esprit humain à ne garder jamais en mémoire que ce qui est positif et négliger les autres. Pour Hegel, l'accomplissement de l'expérience est la science, la certitude de soi dans le savoir. Un homme d'expérience est celui devenu grâce à des expériences et celui ouvert à de nouvelles expériences. Il est étranger à tout dogmatisme. Expérience qu'on ne cesse de devoir acquérir. L'expérience véritable est celle qui donne à l'homme la conscience de sa finitude. Une expérience du toi, du comportement du semblable, prévision de ce que l'autre fait. L'ouverture à l'autre implique que je reconnaisse la nécessité de laisser s'imposer à moi quelque chose qui s'oppose à moi. Cela exige une forme fondamentale d'ouverture, conscience herméneutique. Contrairement à l'opinion répandue, il est plus difficile de questionner que de répondre. Socrate de Platon. Se dissimule sous cette intuition une distinction critique entre le discours authentique et celui qui ne l'est pas. La dialectique se réalise comme passage de tout savoir par la question. Questionner veut dire mettre en suspens. La réponse en attente est sentence et décide. La question présuppose de l'ouverture. Le sens de ce qui est juste correspond nécessairement à la direction frayée par une question. Ce qui fait l'essence du savoir est la justesse du jugement à l'exclusion de son opposé. C'est en tranchant la question que l'on parvient au savoir. Aristote dit que la dialectique est la faculté d'examiner les opposés. Toute volonté de savoir présuppose un savoir du non-savoir. D'un point de vue logique, la négativité de l'expérience implique la question. Le questionner est plus un pâtir que d'agir. L'art de la dialectique, de questionner, chercher la vérité, ne fait ses preuves que dans le fait que celui qui sait questionner est capable de maintenir son questionnement. C'est l'art de continuer à questionner, l'art de penser. Déterminer le poids réel de l'opinion de l'autre, c'est un art de mettre à l'épreuve. Pardon. Art du dialogue, de la dialectique est l'art de rassembler du regard sous l'unité d'une perspective. Le travail herméneutique se conçoit comme une entrée en dialogue avec le texte. Le texte doit être compris comme réponse à une interrogation effective. Comprendre le caractère problématique d'une chose,
c'est déjà questionner. Comprendre est toujours plus que se borner à reproduire l'opinion d'autrui. Questionner, c'est ouvrir des possibilités de sens. Comprendre une question, c'est la poser. Comprendre une opinion, c'est la comprendre comme réponse à une question. Tout dialogue présuppose un langage commun, ou mieux, tout dialogue donne naissance à un langage commun. Dans le dialogue réussi, les deux se soumettent à la vérité de la chose, et cette vérité les unit en une communauté nouvelle. Le traducteur a souvent une conscience douloureuse de la distance qui le sépare nécessairement de l'original. Le langage, qui recourt au signe de l'écriture, se réfère au langage véritable, celui du discours. Platon voyait dans l'écrit une faiblesse plus grande que celle qui affecte le discours parlé. Tout écrit est par essence objet d'herméneutique. Comprendre un texte, c'est toujours se l'appliquer à soi-même et savoir qu'un texte reste le même, se présentant à chaque fois d'une manière différente. Le langage semble souvent peu capable d'exprimer ce que nous ressentons. La question qui nous guide est celle de la conceptualité de toute compréhension. Le mot n'est rien d'autre qu'un pur signe. L'idéal de langue que poursuit Leibniz est celui d'une langue de raison. Partant des concepts premiers, développe des concepts vrais, reproduisant le tout de l'étang, idéal qui correspondrait à la raison divine. Platon décrit la pensée comme un dialogue intérieur de l'âme avec elle-même, et le caractère indéfini du travail dialectique qu'il exige du philosophe est l'expression de la discursivité de notre intelligence fine. La parole humaine est potentielle avant d'être actualisée. À la différence du verbe divin, le verbe humain est par essence imparfait. La langue en tant qu'expérience du monde. Von Humboldt, créateur moderne de la philosophie du langage. Il interroge la diversité empirique de la structure des langues humaines. Le sentiment de l'individualité est toujours accompagné du pressentiment d'une totalité. Les langues sont le produit de la force de l'esprit humain, abstraction qui ne retient que la forme. La langue fait face à un domaine infini et est véritablement illimité, à savoir la quintessence de tout le pensable. Humboldt dit que les langues sont des visions du monde. De cette relation de la langue au monde découle la prise sur les choses qui lui est propre. La tradition est langue et l'audition qui la comprend intègre sa vérité. S'attacher obstinément à la logique du pensée, dialectique. Le concept du beau se relie à celui du bon. Devant être choisi pour lui-même en tant que but, il se soumet à titre de moyen utile. Le beau en soi rencontre l'âme aimante. Le beau jouit d'un privilège qui lui est propre. Seule la beauté a reçu en partage d'être ce qu'il y a de plus éclatant et de plus digne d'amour. Quand nous comprenons un texte, ce qui en lui a sens captive de la même manière que le beau. Hans-Georg Gadamer, Vérité et méthode, les grandes lignes d'une herméneutique philosophique. Merci.